Dans cette deuxième partie, on va évoquer d'abord la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, puis on parlera de la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement Bayrou. J'ai été rejoint par Paul Hellec, notre chroniqueur régulier aux médias. Bonsoir Paul. Bonsoir. Et Gérard Filoche, ancien membre du bureau national du Parti socialiste qui est en visioconférence. Peut-être va-t-il nous rejoindre dans quelques instants. Bonsoir du coup Paul. Comme je le disais, on va parler d'abord de la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel qui, lui, du coup, succède à Laurent Fabius. Quelle réaction avez-vous eue à l'annonce de sa nomination ? Peu de surprises, puisque l'enjeu du débat, c'était dans quelle mesure la nomination est un signe que la Macronie, le président de la République, ou la Macronie dans sa représentation parlementaire, va faire un choix qui collerait avec l'idée que l'État représente l'intérêt général du pays, etc. Et moi, je suis peu surpris parce que je ne crois pas à l'existence d'un État neutre comme ça, qui représenterait l'intérêt général et qui agirait différemment en fonction des couleurs politiques. Je pense que ça, ce sont des chimères des libéraux politiques qui croient que l'État, c'est juste un instrument comme ça. Et donc, Emmanuel Macron a fait ce qu'il a fait à chaque fois. Il a essayé de nommer ses proches dans des postes de pouvoir, parce que ce qui l'intéresse, c'est de recaser ses copains, ce qu'il a fait généralement une fois qu'ils ont une piteuse carrière dans un ministère ou ailleurs. Et en l'occurrence, là, la Macronie a choisi quelqu'un pour le remercier de ses services. Enfin, je veux dire, moi, j'avais l'habitude de dire le Conseil constitutionnel, c'est l'EHPAD de la vie politique française. Le problème, c'est que Marine Le Pen a repris cette expression dernièrement, donc je ne le ferai plus. Mais enfin, je crois quand même que c'est quand même ce genre de destin qu'on propose au Conseil constitutionnel. Donc, voilà, sur la réaction, je n'étais pas surpris. Après, on peut parler du fond, de quel son personnage, qu'est-ce que ça pose comme question, etc. Mais je ne suis pas surpris. C'est un geste assez naturel de la part de la Macronie et assez logique, encore une fois. Je veux dire, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup, il aurait nommé quelqu'un d'une autre stature ou pas. Les socialistes ont nommé Laurent Fabius, qui n'était pas non plus quelqu'un qui était éloigné du Parti socialiste. Donc voilà. Merci. On vient d'être rejoint par Gérard Filoche. Bonsoir Gérard. Je suis là, bonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes ancien membre du bureau national du Parti socialiste et je vais vous poser la même question que j'ai posée à Paul Hellec. Quelle réaction vous avez eue à l'annonce de la nomination de Ferrand ? Je suis membre du rassemblement qui s'appelle l'Après. J'étais porte-parole de la gauche démocratique et sociale et nous avons fusionné il y a une quinzaine de jours avec l'Après. Donc je côtoie maintenant mes camarades Corbière, Autain, Simonet, Davy, Garrido et je parle comme eux. Je l'essaie avec une même voix. Alors je partage ce qui vient d'être dit. L'État n'est pas neutre. L'État est au service du grand capital. Il faut être clair sur les mots. Et là, depuis Macron, il est au service de la grande finance. Macron a trusté l'ensemble de l'appareil d'État, s'efforce de gouverner comme un chef d'entreprise, pro-business. Il a quelque chose de commun avec Trump, avant que Trump n'arrive. Il a quelque chose depuis 7 ans où il assimile les intérêts du pays à ceux du grand CAC 40, des riches et du grand patronat. Et donc il nomme des gens à sa botte. Ferrand est nommé à sa botte. Ça n'a absolument rien de constitutionnellement, juridiquement démocratique. C'est purement une nomination de circonstance à la botte du président. Pourtant, Richard Ferrand nie toute connivence avec le président de la République. Il s'est d'ailleurs défendu en commission des lois tout à l'heure. On l'écoute. Il est fréquent que des autorités de nomination se retrouvent à siéger avec des personnalités qu'elles ont pu nommer. Je songe par exemple au président Giscard d'Estaing, au président Chirac, lorsqu'il siégeait, ou même à Jean-Louis Debré, qui, un lundi, avait nommé un membre et le mardi s'était retrouvé lui-même nommé. C'est ainsi. On ne peut pas amputer une autorité de nomination de son capacité de nomination parce que des circonstances ultérieures font que l'on puisse se retrouver avec des personnes que l'on a soi-même nommées. Mais avoir nommé quelqu'un ne signifie pas installer un lien de dépendance ou de vassalité entre celui qui a été nommé et celui qui a nommé.
Vous l'avez entendu, donc, il n'y a, selon lui, pas de dépendance ou de vassalité entre celui qui a été nommé et celui qui a nommé, je le cite. Est-ce qu'on peut le croire ? Non, déjà, est-ce qu'on peut croire un macroniste ? En général, c'est quand même très très compliqué. Mais blague à part, je veux dire, ça a été le président à un moment de l'Assemblée nationale, à un moment où on appelait la majorité macroniste la majorité Playmobil. C'est-à-dire qu'ils votaient tous à main levée, sans discussion. On avait d'ailleurs en plus un personnel politique qui, à l'époque, était tellement des représentants caricaturaux de ce qu'ils ont appelé la société civile, mais qui étaient en fait les représentants des nouveaux porte-parole et des nouveaux intellectuels organiques du capitalisme, le conseil, la finance, etc., qu'ils n'avaient aucune culture parlementaire. Et c'est pour ça qu'ils votaient tous d'un coup comme ça. Et il était, comment dire, à l'Assemblée nationale, un homme pivot pour l'application, comment dire, d'une politique parlementaire qui, encore une fois, était à la faveur de Emmanuel Macron. C'est un proche en tant que tel, donc non, on ne peut pas le croire. Et je pense que, et on y reviendra peut-être après, mais je pense que c'est pas ça le problème sur sa personnalité. Je veux dire, ça, c'est juste que, comme d'habitude, il y a une gêne en France d'assumer les convictions, quoi. Quand on est au pouvoir, on essaye toujours de faire passer son action comme action, encore une fois, d'intérêt général au-dessus. Hein. C'est la fable du gaullisme où je suis au-dessus des partis. C'est la farce de cette espèce de représentation mythique d'un État complètement dénué de la représentation d'intérêt. Et Gérard Filoche l'a très bien dit, hein, l'intérêt d'une classe qui dévalise le travail et qui organise et qui utilise l'État pour organiser ce vol concrètement. Gérard Filoche, est-ce que vous croyez Ferrand ? C'est une question rhétorique. Il ment. Tous les macronistes mentent. Bon. Et là, j'observe que le Rassemblement national, l'extrême droite, c'est absolu. Donc, elle fait un petit signe en direction de Macron. On va en parler. J'observe, et c'est bien, que toute la gauche unie a voté contre lui. Ça, c'est bien. J'aimerais qu'on parle du risque, s'il y en a un, le risque concret pour la crédibilité des institutions, que le président du Conseil constitutionnel soit très proche du président. Bon, d'abord, moi, je pense qu'il y a un risque qui est lié à ce que représente M. Ferrand. D'abord, je rappelle qu'il a quand même été mis en examen pour prise illégale d'intérêt en 2017 et qu'en 2022, il a été libéré de toute poursuite judiciaire par la Cour de cassation dans une délibération, mais que cette délibération de la Cour de cassation a libéré Richard Ferrand de toute poursuite judiciaire pour des raisons de prescription. Et non pour une affaire de fond qui n'a pas du coup été jugée en vertu de la prescription. Alors vous me direz, la Macronie, qui dans les ministres ou dans les fortes têtes de la Macronie n'est pas dans une affaire de prise égale d'intérêt ou en tout cas ce qu'on appelle plus généralement de corruption, c'est-à-dire d'utilisation encore une fois des ressources publiques pour des avantages personnels. Dernièrement, on a eu encore des exemples. Monsieur Dussopt qui a été ministre du Travail et qui nous a imposé la réforme des retraites, etc., etc. Et on a une multiplication d'affaires, si bien qu'on ne sait pas quels sont les ministres qui n'ont pas véritablement eu une affaire judiciaire. Et ça, en termes d'intégrité, je veux dire, même dans la farce où on croit qu'il faut des personnels politiques dont la probité n'est pas remise en cause et qui peuvent permettre justement d'incarner cet intérêt général, là, ça coche pas les cases. Parce qu'encore une fois, je veux dire, il y a cette suspicion qui est quand même particulière, parce que c'est une affaire de possibilité d'achat d'appart quand il occupait une position dans les mutuelles de Bretagne. Donc moi, c'est ça qui me pose problème. Deuxièmement, oui, je veux dire, le problème de la proximité, c'est qu'on voit autour du président de la République, le Premier ministre qu'il s'est choisi par exemple, et M. Ferrand est aussi un représentant, des gens qui représentent véritablement l'inverse des avancées qui ont été proposées pour l'organisation institutionnelle de la France. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des réformes constitutionnelles, celle de 2008 notamment, dont on va parler du fait de la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité qui va se poser sur les questions d'inéligibilité, et on va parler du RN sur ces questions, mais enfin, il y a un certain nombre d'acquis qui ont été faits, de lois par exemple, pour empêcher les conflits d'intérêts, de lois on ne sait plus comment on l'avait dit, mais après l'affaire Fillon, pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas des conflits d'intérêts qui empêche le débat politique, et notamment des débats aussi sur la question du cumul des mandats et sur la limitation des pouvoirs en fait et l'augmentation des pouvoirs de l'opposition. Or, M. Ferrand, il représente quelqu'un qui est contre, parce que ce que lui reproche en disant vous êtes proche d'Emmanuel Macron, c'était cette citation. Il dit on lui avait demandé est-ce que vous regrettez que Emmanuel Macron ne puisse pas se représenter en 2027, et je cite, il dit notre constitution en dispose ainsi.
Cependant, à titre personnel, je regrette tout ce qui bride la libre expression de la souveraineté populaire, la limitation du mandat présidentiel dans le temps et le non-cumul des mandats. Or, cette question de la limitation du pouvoir présidentiel et des cumuls des mandats, c'est vraiment, je dirais, un retour en arrière d'un débat qu'on a déjà eu extrêmement tardivement. Et c'est pour ça que, pour moi, ça pose un problème. Est-ce que c'est une question de proximité ? Le problème, c'est que c'est une question qui est pensée par des élus qui sont au pouvoir et qui le revendiquent, comme le Premier ministre et comme M. Ferrand, qui sont effectivement au pouvoir. Vous avez peur d'un recul en arrière avec la nomination de Richard Ferrand, vous ? Oui et non. Je n'ai pas examiné les décisions du Conseil constitutionnel précédent comme étant particulièrement juridiquement progressistes, et notamment par exemple sur la question des retraites. Je veux dire que j'étais un peu choqué que le Conseil constitutionnel précédent avalise le système qui avait été mis en place par le gouvernement pour faire un collectif budgétaire correctif sur la loi de financement de la sécurité sociale. Normalement, un Conseil constitutionnel qualifié aurait dû casser ça. Mais bon, ils l'ont pas fait. J'imagine qu'avec Ferrand, ça va encore moins se faire. Certains, du coup, dont vous remettez en cause le système de choix des membres du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand a choisi la pirouette pour répondre à ces polémiques. On écoute l'extrait. J'ai envie de dire, comme disait Churchill de la démocratie, que nous avons peut-être le pire des systèmes de nomination, mais je n'en connais pas de meilleur. Mais bien entendu, cela appartient au constituant et à lui seul d'imaginer un mode de nomination qui serait plus conforme à ce que les uns et les autres vous estimez plus pertinent pour l'avenir. Est-ce que c'est le pire système de nomination, Monsieur Filoche ? Moi, je suis pour une 6e République. Je suis contre un gouvernement des juges. Je suis pour que ce soit les élus du peuple qui décident et non pas quelqu'un nommé par-dessus qui dit « vous avez mal décidé ». C'est infantilisant pour la démocratie. Et je suis donc pour une 6e République où il y ait la fin du système présidentialiste, où le pouvoir soit celui de l'Assemblée populaire et où les commissions de celle-ci travaillent de façon démocratique et collégiale. Je suis pour la proportionnelle. Tout ce système de la Ve République qui en fait vise à concentrer les pouvoirs entre une bande, ça a souvent été dit, de copains et de coquins. Tout ce système-là, je crois qu'il faut le mettre à bas. C'est ça qui rend, dans les sondages, les gens si hostiles quand on dit qu'ils sont hostiles à la politique. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'ils sentent bien que ce système-là est fait pour que les décisions leur échappent. La 6e République exige une assemblée constituante. J'ai vu que moi, je défends ça depuis... Je suis vieux, alors depuis 60 ans, j'ai vu que Marine Tondelier appelait récemment à une assemblée constituante. Nous appelons à une assemblée constituante et ce serait en fait la vraie réponse pour sortir de l'instabilité qui a été ouverte depuis le 9 juin dernier par la décision de dissolution de Macron et toutes ses conséquences en cascade, dont le fait qu'il n'y a pas de majorité, dont le fait qu'on n'arrive pas à avoir un budget correct et démocratiquement décidé, dont le fait que le gouvernement s'impose et s'enlise dans des histoires comme celle dans laquelle Bayrou est actuellement enlisé à Bétarame. Paul Hellec. Oui, non, mais enfin, cet argument-là, churchillien, de dire c'est le pire des systèmes, mais j'en ai pas trouvé de meilleur, etc., c'est aussi un refus de la possibilité d'invention. Et en ce sens, je dirais dans le sens de Gérard Filoche, quand on parle de 6e République, en tout cas, il y a des débats immenses à avoir sur quelle forme de régime parlementaire, quelle chambre, est-ce qu'on garde le Sénat, est-ce qu'on ne garde pas le Sénat, est-ce qu'on fait un bicamérisme. Il y a plein de discussions intéressantes sur l'organisation des pouvoirs et aussi sur l'organisation peut-être d'une réflexion sur comment on fait en sorte qu'il y ait des institutions qui justement s'expriment comme des institutions publiques, mais en dehors de l'État. Je rappelais tout à l'heure quand je disais l'État n'est pas neutre. Je rappelle qu'il y a des institutions qui ont été le fait des luttes des travailleurs et des travailleuses, notamment la sécurité sociale, et que l'État s'en est emparé pour en devenir gestionnaire, justement contre l'intérêt des gens, parce qu'on avait sorti de cet État au service d'une classe, la gestion. Et donc, du coup, les gens qui se défendent par cet argument, c'est des gens qui disent il ne peut rien ne peut être inventé demain, il faut faire comme on a toujours fait, et on doit faire comme on a toujours fait, parce que au final, ça nous arrange bien. C'est ça que ça veut dire, c'est cette espèce
espèce de citation, je ne sais même pas si elle est apocryphe ou pas, de Churchill. Enfin, elle a peu d'intérêt et elle est l'expression d'un manque d'imaginaire politique de la part de familles politiques qui sont inscrites dans la réaction et la conservation. Ce sont des conservateurs qui aiment effectivement la Ve République. C'est-à-dire, c'est le fétiche absolu de la droite, la Ve République. Tous, ils se rêvent tous au général de Gaulle. Pas un n'est capable de faire vivre, ne serait-ce qu'une seconde, son héritage autant, qui est plus que, à mon avis, fantasmé aujourd'hui. Peut-être Dominique de Villepin est le dernier représentant, mais même. Et en fait, ce fétiche du régime présidentiel, ça crée des conditions politiques, effectivement, de détestation de la chose publique, la chose politique, auprès de la population. Et donc, oui, non, ça n'est pas un bon système. Encore une fois, hein, juste pour préciser les possibilités de nomination, il y en a un qui est par le fait du président de la République, il y en a un, c'est par la présidente de l'Assemblée, et un par le président du Sénat. C'est ça, mais je veux dire, au nom de quoi? Enfin, il y a peut-être des réflexions à avoir sur qui doivent être nommés ou quel doit être le contrôle démocratique citoyen sur le Conseil constitutionnel. C'est des débats techniques compliqués parce que toujours il y a un problème lorsque compétences et politique sont collées. La politique ne doit pas ne doit pas être capturée par la notion de compétence. Sinon, ça veut dire qu'on n'est pas en démocratie. Si on veut le gouvernement des meilleurs, c'est de l'aristocratie, littéralement, étymologiquement, et c'est-à-dire on choisit quoi? Des technocrates, ça, et c'est un problème politique. Donc la question de la compétence, c'est comment on a des structures qui sont saisies de gens qui techniquement peuvent faire advenir des idées. Ça fonctionne par exemple à l'Assemblée nationale. Moi j'y ai travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui sont des spécialistes de la loi et qui, lorsque vous avez une idée, une proposition à mettre en place, ils vous aident à construire. Et donc du coup la question c'est comment on gère ce lien entre compétences juridiques, puisque c'est ça dont on parle dans le cadre du Conseil constitutionnel, la capacité à lire les textes, c'est pas facile le droit, et de l'autre côté un positionnement politique. Et toutes ces décisions sont politiques, comme on l'a rappelé juste avant, les décisions de dire sur les retraites, pas de censure. Je crois qu'à un moment, il y a même une décision, quand la gauche a proposé qu'on tranche par référendum, le Conseil constitutionnel a dit, attendez, dans l'article 11 de la Constitution, il parle de sujet économique, mais la retraite n'est pas un sujet économique. Alors qu'on venait de passer un débat où on nous expliquait que c'était pour des questions d'économie budgétaire. Enfin, c'est hallucinant. Et donc, du coup, oui, ça n'est pas un bon système, on a dit aujourd'hui, parce que ça permet du placement et du recyclage politique, et que la question, c'est d'essayer de poser les conditions dans lesquelles on a ce débat sur quelles sont les meilleures conditions, et que ce débat ne peut être tranché que, encore une fois, par un vrai débat, c'est-à-dire prendre le temps, ouvrir des conditions d'exposition d'arguments, y compris en ayant des commissions qui font parler des juristes, qui font parler des gens qui ont des avis, et ensuite qu'on tranche politiquement, c'est-à-dire avec tout un chacun ayant le même droit, peu importe sa compétence juridique ou non, pour décider ce qui leur semble meilleur pour organiser la structure de l'État. Oui, à écouter Richard Ferrand, on a un peu l'impression que c'est l'immobilisme, quoi, que c'est comme ça et que ce ne sera pas autrement, et qu'on ne fera pas autrement. Bien sûr. C'est ce qu'il répète à toutes sortes de propos. Au niveau économique, on ne peut rien faire. C'est le « there is no alternative » des néolibéraux. Au niveau institutionnel, c'est vous rendez compte, c'est soit nous, soit le chaos. Et puis quand il y a des phénomènes concrets de leur politique, c'est jamais leur faute. C'est la catastrophe naturelle. Ah ben c'est comme ça, tout d'un coup, il y a une tempête financière. Enfin, tout ce vocabulaire un peu de la catastrophe, c'est vraiment un moyen de conserver les acquis des positions sociales que les gens occupent et des rapports de pouvoir tels qu'ils sont organisés aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de la nomination en elle-même, de sa nomination, mais on n'a pas encore trop abordé la réaction de l'opposition. On accuse notamment l'abstention des députés RN de la commission des lois sur ce vote, qui aurait donc permis à Richard Ferrand d'être nommé. Sandrine Rousseau regrette cette absence du RN et doute de la réelle impartialité de Richard Ferrand comme patron du Conseil constitutionnel. On l'écoute. La question, c'est pourquoi à chaque fois qu'il faut sauver Emmanuel Macron, le Rassemblement national répond présent. Nous avons été droits dans nos valeurs, c'est-à-dire que nous ne voulons pas qu'à la tête du Conseil constitutionnel puisse être mis un homme dont le parcours et les différentes fonctions entachent la confiance qu'on peut avoir dans son impartialité. Voilà, le Conseil constitutionnel, c'est presque l'instance la plus importante de notre démocratie, c'est celle qui décide en dernier ressort. Il est très très important qu'il y ait une confiance extrêmement forte en cette institution. Il est aussi extrêmement important qu'on soit sûr de son impartialité. Ferrand, à la tête du Conseil constitutionnel, c'est ne pas être sûr de l'impartialité.
Sandrine Rousseau n'est pas la seule à désapprouver la nomination de Richard Ferrand. Le député Les Républicains Olivier Marleix parle de complicité entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Écoutez ce qu'il disait en début d'après-midi au micro de LCP. Il n'y a pas eu de 3/5 contre lui, donc a priori, c'est validé par l'Assemblée et par le Sénat. À une voix près, et le pire, c'est que c'est grâce à Marine Le Pen qui a donné une consigne d'abstention. Les députés du RN se sont abstenus et ont donc permis d'installer pour 9 ans le meilleur ami de M. Macron à la tête du Conseil constitutionnel. Il faudrait que le Rassemblement national, que Marine Le Pen nous explique son petit jeu. Ça fait des années qu'elle se présente en opposante numéro 1 d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, l'imposture s'effondre. Elle est la meilleure complice d'Emmanuel Macron en permettant, à une voix près, c'est-à-dire que M. Ferrand est qualifié avec 2/5 seulement. C'est un score extrêmement faible. C'est le membre du Conseil constitutionnel qui sera le moins bien désigné, le moins bien élu, en quelque sorte, mais malgré tout grâce à Marine Le Pen, à un siège près. Il faut que Mme Le Pen nous explique. Et pourquoi elle a fait ça d'après vous ? Écoutez, c'est quand même totalement incompréhensible. Pourquoi est-ce que Mme Le Pen a fait ce choix ? On a évidemment envie de penser aux prochaines décisions que doit prendre le Conseil constitutionnel. Je rappelle qu'il y a une QPC pour savoir si Mme Le Pen sera ou pas inéligible. Donc tout ça sent quand même très fort le deal secret entre M. Macron et Mme Le Pen. Voilà, donc Olivier Marleix qui se demande pourquoi Madame Le Pen n'a pas poussé son camp à voter contre la nomination de Richard Ferrand. Moi, je ne suis pas à la tête de Marine Le Pen, Dieu m'en garde, mais je veux dire, on ne peut pas commenter des spéculations, hein, c'est le problème. Ce qui est vrai, ce qui est dit là, c'est qu'il va y avoir une QPC. Alors, pour expliquer de façon un peu plus accessible, une QPC, c'est une question prioritaire de constitutionnalité. Hein, c'est un mécanisme qui a été introduit dans la réforme constitutionnelle de 2008 et qui permet à des personnes qui sont engagées dans des procédures judiciaires de faire remonter une question, de contester le caractère constitutionnel d'une loi qui est appliquée, qui est applicable. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous contestez une décision en disant « je pense que cette disposition n'est pas constitutionnelle ». Vous devez passer par les différentes juridictions, donc soit jusqu'au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Et ensuite, si elle est jugée valable, cette requête, elle va être examinée par le Conseil constitutionnel. Et effectivement, il s'avère que dans l'actualité prochaine, en raison d'une QPC qui a été posée dans le cadre d'une affaire d'inéligibilité d'un élu municipal à Mayotte, on va avoir à se prononcer sur la question de est-ce que la peine d'inéligibilité qui est appliquée pendant, pendant le moment où quelqu'un qui serait condamné fait appel, est-ce que c'est constitutionnel ou pas? Et ça, c'est un vrai débat de juristes, mais c'est un vrai débat qui devient très politique aujourd'hui parce qu'on le sait, le 31 mars, il va y avoir le résultat de l'affaire des procès pour des assistants parlementaires du Parlement européen, dans lequel, pour l'instant, il y a une réquisition, je crois, déjà du parquet, et Marine Le Pen risque gros. Je ne sais pas s'il y a eu d'abord encore la réquisition, excusez-moi, mais en tout cas, on sait qu'elle risque non seulement d'être condamnée, mais qu'elle risque une peine qui s'associerait directement à une peine d'inéligibilité en raison d'une modification, encore une fois, des lois qui a été votée, il me semble, en 2017. À la suite de l'affaire Fillon, c'est une loi, encore une fois, je ne sais pas j'ai plus le terme, mais enfin, pour... en gros, embellir la vie politique. Je sais plus comment... Je retrouverai le terme, pardon. Bref, tout ça pour dire que, du coup, de fait, il y a des spéculations, parce que les gens se demandent, mais alors, vu que Marine Le Pen joue gros sur cette question, pourquoi elle s'est abstenue? Est-ce qu'il y a un deal avec Richard Ferrand ou pas? Je pense, en tout cas, que, de fait, ça coûte rien à Marine Le Pen de ne pas s'opposer à ce coup-là. D'abord parce que c'est pas le message sur lequel elle capte l'attention de son électorat, les questions d'un vote sur des questions très juridiques, etc. Mais elle a son assise au sein de classes populaires sur d'autres questions. C'est la mobilisation xénophobe et antisociale. Et qu'elle a aussi toujours joué un rôle de partie de l'ordre. C'est-à-dire de dire, quand l'État est faible, etc., on va quand même pas participer à l'instabilité. C'était leur justification pour pas voter les motions de censure. Ouais. Et donc, en fait, ce rôle de « je suis sage, je m'abstiens, ça me coûte rien », est en fait une position facile pour elle et pour le Rassemblement national. Et elle se place quelque part en garant un peu de la stabilité de l'État, peut-être avec ce coup-là. En tout cas, Gérard Filoche, vous, est-ce que vous pensez qu'il y a un deal caché entre le RN et Emmanuel Macron, comme le pense Olivier Marleix ?
Personnellement, j'en suis certain. Je veux dire que Bon, c'est la clair. réquisition, elle a eu lieu, c'était une réquisition. On attend le jugement pour Le Pen le 31 mars. Elle se situe, elle résonne sur tous les aspects secondaires, sur comment elle peut s'entendre avec le pouvoir en place pour éviter le pire pour elle. Il y a pas de, c'est pas un mystère, c'est Le pire, limpide pour nos proches. Le pire pour elle, ce serait donc l'inéligibilité en Bien 2027. sûr, bien sûr. Elle veut éviter ça et elle fait des manœuvres pour l'éviter. Elle n'a pas censuré Bayrou. Bayrou lui tend un petit peu avec la subversion migratoire des perches et elle-même, elle laisse passer Ferrand. C'est limpide. Ok. Non, mais en tout cas, sur l'alignement de leurs intérêts politiques, ça me semble évident. Hein. Je veux dire que le Rassemblement national n'est pas un parti d'opposition, puisque il est plutôt un parti qui monte les enchères quant à sa participation ou non à passer des textes. Hein, c'est ce qui s'était passé sur la loi immigration qui va se passer sur le reste. À chaque fois, ils disent bon, ben, ce budget, on ne veut pas parce que vous n'avez pas accepté telle et telle proposition qu'on soutient. Mais ils sont dans un jeu où ils incarnent tour à tour une fausse opposition quand ils en ont besoin et un soutien réel à la politique qui est menée. Parce qu'encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de désaccord fondamental, en tout cas sur la vision, sur l'instrumentalisation néolibérale de l'État. Il n'y a jamais de remise en cause du pactole qu'on donne aux milliardaires dans ce pays. Pour preuve juste, et j'arrêterai là-dessus, Jordan Bardella qui a fait des déclarations cette semaine pour expliquer qu'il pleurait la condition de Bernard Arnault et de toutes ces grandes fortunes qui menaceraient de quitter le pays si on les imposait trop. Vraiment, il y a une adoration à l'électorat d'extrême droite de ces figures qui, pour eux, représentent une forme de réussite, un rêve qu'ils vendent, encore une fois, aux classes populaires et qui est un rêve inaccessible. Mais voilà, c'est toute la duperie sociale que représente le Rassemblement national. Et sur ça, ils sont d'accord avec la Macronie. J'ai une dernière question pour vous. Comment interpréter le vote contre des Républicains à l'Assemblée et le vote pour la nomination de Richard Ferrand au Sénat ? Ce sont des querelles d'appareil au sein de la droite. Ils se font des croche-pieds à peu près sur tous les cas. J'ai une petite nuance avec sur est-ce que le RN est un parti d'opposition? Oui, quand même. Il est, par malheur pour nous tous, s'il arrivait au pouvoir, on le sentirait passer. Ah oui, oui. C'est un parti raciste et fasciste, et ce serait qualitativement différent par toutes les conséquences antisociales qui en découleraient pour nous tous, pour tout le salariat, pour tous les syndicats, pour toute la gauche. Et donc, de ce point de vue. Par contre, c'est vrai qu'ils ne s'opposent pas au capitalisme. C'est même le dernier recours du capitalisme. Ils sont là pour servir encore mieux. Si Macron s'effondre, comme nous l'espérons tous, eh bien, le RN dit je sauverai les riches, je sauverai le grand capital, je sauverai le CAC 40 et je materai les mouvements sociaux qui se manifesteraient à ce moment-là. Dans ce sens, c'est un parti d'opposition et dangereux. Ah oui, non, mais sur ça, j'ai pas de désaccord sur la différence qualitative immense qu'il existerait entre la forme autoritaire assez bonapartiste du pouvoir actuel et ce que représente l'extrême droite, le danger qu'il représente et comment dire, toute l'ADN historique qu'il a et qui est déployé aujourd'hui à travers d'autres vocabulaires, mais d'autres formules. On a parlé submersion migratoire, etc. C'est la même essence. Donc, pas de désaccord là-dessus. Je disais d'un point de vue purement là, de politique parlementaire. Et effectivement, c'est une bataille d'appareil. La meilleure preuve, c'est quoi? C'est qu'en fait, Laurent Wauquiez titille Bruno Retailleau, qui est au gouvernement et qui essaye d'être au gouvernement dans le but de refaire carrière à droite, c'est-à-dire de s'emparer de l'appareil. Ils sont tous les deux candidats à la présidence de leur parti. Et au Sénat, on se rappelle que l'ancien président du groupe du Sénat LR, c'était Bruno Retailleau. Donc je suppose qu'il a encore du poids politique pour pouvoir exprimer au contraire qu'il est au service de la Macronie, le temps que ça lui sert pour pouvoir miser sur la récupération du pactole électoral post-Macronie de la droite. Quelle va être la recomposition de la droite? Ça, c'est un sujet qui va aussi faire l'enjeu politique des prochaines élections. Est-ce que le bloc macroniste persiste? Est-ce que la droite refait l'OPA dans le sens inverse ou pas? Et comment ils vont se disputer l'espace électoral?
Merci, merci du coup pour ces réponses et ces éclairages. On va pouvoir désormais passer à un deuxième sujet d'actualité brûlant, la motion de censure déposée par le PS. Après avoir refusé de voter les motions de censure déposées par le reste de la gauche lors de l'examen des textes budgétaires, les socialistes franchissent donc le pas cette fois-ci pour protester contre les victoires culturelles offertes selon eux à l'extrême droite par le gouvernement Bayrou. Le texte est présenté comme une réponse à la trumpisation du débat public et à l'expression de sentiments de submersion migratoire employés par le chef du gouvernement. Le Premier ministre a repris les mots funestes de Jean-Marie Le Pen, critique les socialistes dans cette motion de censure. Elle est à l'examen depuis 17h30, mais a évidemment peu de chances d'aboutir. Le RN et ses alliés ciotistes ont en effet décidé de ne pas joindre leur voix à celle de la gauche. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle motion de censure déposée par le PS ? Si je peux me permettre, le PS a eu grandement tort de ne pas voter les premières motions de censure. Et celle-ci apparaît un peu comme un placebo à la place de ce qu'il n'a pas voté. Tout devait être fait pour bloquer le budget Bayrou, qui est un budget réactionnaire, pire que Barnier, et toute la gauche aurait dû, parce que voter les précédentes censures. Il faut quand même savoir qu'il y a 20 partis dans le NFP, 20, des gros et des petits moins connus. Et il y a 6 partis dans le NFP, dans le Nouveau Front Populaire, qui ont des députés, 6. Et ben il y en a 5 qui ont voté les premières censures. Le Parti Socialiste aurait dû, serait-ce que par solidarité, par inclusivité à l'intérieur du NFP, voter. Le problème, c'est que dans le Parti Socialiste, il y a eu une crise. Dans son groupe parlementaire, il y avait 36 qui ont refusé de voter la censure, les censures précédentes, et 30 qui étaient pour voter les censures précédentes. Sur les 30, il y en a 8 qui ont voté la première censure, 6 qui ont voté la deuxième censure, et à la fin, il n'en restait plus qu'un seul qui a voté l'autre censure. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont bravé le vote et étaient indisciplinés ont petit à petit reculé parce que le climat s'est envenimé, qu'ils ont été traités de traîtres, de vendus, de pourris, de machins, de tout ça. Et évidemment, ça renforçait les 36 qui ne voulaient pas voter la censure, puisque ces 36 disaient on ne va pas se plier aux ordres de LFI, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, tandis que les 30 disaient il faut participer avec le Nouveau Front Populaire. Ça s'est retrouvé en vote dans le Bureau national, puis dans le groupe parlementaire. Et dans le Bureau national, Olivier Faure, qui est le dirigeant, qui dirige avec une relative majorité, puisqu'il a 51% des voix contre 49, il a dit dans ce cas-là, je vais faire une autre censure. Vous n'avez pas voulu voter, a-t-il dit à Hollande, en le traitant de dinosaure. Vous n'avez pas voulu voter les motions précédentes, alors je vais vous déposer une autre censure et on va prendre le thème de la subversion migratoire de la politique générale de Bayrou. Et il a gagné par 59 voix contre 4 au sein du Bureau national. Il faut expliquer ça aux gens, parce que sinon ils ne comprennent pas, ils mélangent tout à propos du Parti socialiste qui va tenir son congrès le 7 juin prochain. Et ce qui est en jeu dans le 7 juin prochain, et un peu dans ce débat avec cet aller-retour au sein du Parti socialiste, c'est un débat démocratique. Au moins, eux, ils tiennent des congrès, comme dit l'autre. Et donc, dans leur congrès, ils vont avoir à trancher entre l'aile droitière et puis l'aile fort. C'est le moment où il faut réfléchir, parce que nous, on est pour le FP. 7 millions d'électeurs ont voté à NFP. Ça n'a pas été une grosse erreur, ça a été une chance. C'est ça qui nous a permis un sursaut. C'est ça qui a empêché le Rassemblement national d'être au pouvoir. Et donc, parce que sinon, Macron nommait Bardella, c'était sûr. Et donc là, on est arrivé à se poser la question. Qu'est-ce qui arrive? Alors, c'est un désaccord, déplorable, mais il faut surmonter ce désaccord. C'est pas le moment du tout de dire, je sais pas moi, c'est tellement des vendus que le PS est égal, c'est des traites, ils sont égales au Rassemblement national. Surtout pas le moment de dire ça. Il faut garder la tête froide, regarder quelles sont les forces qui composent le NFP, et il faut essayer de revenir à la crise. D'ailleurs, en fait, tous les partis de gauche le font, puisqu'ils vont tous voter la motion de censure du PS, même si, après ce que j'en ai dit. Et donc, c'est mieux, ça. Et puis après, il faudrait qu'il y ait des réunions au sommet du Nouveau Front Populaire, entre les partis, pour, excusez-moi l'expression, mais reconstruire, rebâtir, redonner de la confiance, arriver à ce que ça ne fonctionne plus comme ça et qu'à ce tour de rôle, il n'y en ait pas un parti qui tire dans un sens ou dans un autre. Vous savez, je conclue là-dessus, mais
Qu'est-ce que c'était Hollande? Une trahison pratiquement sans précédent de la gauche et du Parti socialiste. Il a liquidé le Parti socialiste quasiment. Il l'a ramené de 180 000 membres en 2012 à 18 000 membres en 2018. Vous vous rendez compte la politique de Hollande? Qui c'est Hollande? Hollande, c'est Blair, c'est Schröder, c'est Sturmer, c'est Scholz. Il est minoritaire. On a intérêt, nous, la gauche, à ce qu'il reste minoritaire. On a une chance d'avoir, pour l'instant, une direction du PS qui veut rester dans le NFP. C'est une chance, l'union de la gauche. Sans union de la gauche, nul ne peut gagner. Bon, bah, moi, ma réaction, c'est que cette motion de censure, c'est effectivement une gesticulation parlementaire un peu ridicule hein, de la part du Parti socialiste qui, en fait, veut se dédouaner hein, du geste fondamental qu'il a posé en ne votant pas la motion de censure sur le budget. C'est-à-dire qu'il a dit concrètement « je ne veux pas bloquer le budget » en validant le récit de la Macronie qui était « il n'y a pas de budget, il n'y aura pas de problème, il y aura un problème, ça va être l'enfer », ce qui était faux, hein, puisqu'il y avait une loi spéciale de rectification budgétaire qui permettait de repartir des crédits votés, c'est-à-dire du budget précédent qui était déjà 2024, un mauvais budget, ouais. Mais qui était beaucoup moins que celui qui était proposé. Et ils se sont bien rendus compte qu'à gauche, ça faisait tâche, parce qu'effectivement, ils étaient seuls. Ils l'ont fait, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs partis socialistes. Il y a effectivement une aile droite, qu'on a déjà connue au gouvernement et qui a été une catastrophe. Et il y a une aile qui fait semblant de ne pas être en accord profond avec François Hollande et un certain nombre de ses représentants de l'aile droite qui, eux, au moins, affichent leurs convictions. Hein, et Olivier Faure, je rappelle que pendant le mandat de François Hollande, il était vice-président du groupe Parti socialiste. Il faisait la chasse aux frondeurs et il ne s'est pas illustré comme étant la gauche du PS, comme l'ont pu l'être des figures, que ce soit M. Filoche ou d'autres, hein, Liman ou d'autres. C'est pas du tout ça. Hein. Et en fait, le Parti socialiste, en faisant cette motion de censure, il essaye hein, de se redonner des couleurs à gauche parce qu'il a bien senti que ça l'exposait à quelque chose et que personne ne croyait à son histoire. Je suis obligé de le dire, je vais citer François Bayrou. J'allais y venir. Est-ce que je peux vous lire ce que François Bayrou a dit à l'Assemblée nationale tout à l'heure? Il a dit c'est la motion de censure la plus cousue de fil blanc de toute l'histoire parlementaire. Et ensuite, il a ajouté une motion de censure à blanc après avoir, à juste titre, refusé 4 motions de censure à balles réelles. Voilà, et je peux même compléter, il a dit c'est une motion de censure pour faire semblant. Là, il cite François Hollande, hein, qui avait expliqué que s'il y avait un risque de faire tomber le gouvernement, alors la motion de censure ne serait pas déposée ou ne serait pas votée ou qu'il s'arrangerait pour pas la faire aller jusqu'au bout, ce qui veut dire un détournement complet de l'utilisation d'une motion de censure et le fait qu'il n'y a pas de volonté de faire tomber le gouvernement et d'approfondir la crise politique pour pouvoir obtenir une situation de rupture avec l'ordre actuel. Et il a ajouté, François Bayrou, il s'agissait d'enlever à Jean-Luc Mélenchon un angle de sarcasme contre le Parti socialiste, mais vous aurez les sarcasmes et vous aurez le ridicule. Je pense que c'est ce qui se passe ce soir. J'ajoute une chose sur le fond quand même. C'est que le Parti socialiste prend pour prétexte dans cette motion de censure la réutilisation du vocabulaire de l'extrême droite par le Premier ministre, subversion migratoire. Sur le fond, effectivement, c'est un problème qu'on ait toute une droite française, et là toute, complètement sous perfusion des idées racistes de l'extrême droite. Mais ce que je veux dire, c'est que le Parti socialiste, là, il l'utilise comme un prétexte, encore une fois, pour se donner des couleurs à gauche. Pourquoi? Parce que quand il a été au pouvoir, le Parti socialiste, il y avait un certain Manuel Valls. Regardez les discours de Manuel Valls. Regardez ce qu'il dit sur l'immigration illégale, sur le fait qu'il s'est vanté d'avoir fait plus d'expulsions que sous Nicolas Sarkozy. Ça, c'est ce que le Parti socialiste fait concrètement quand il est au pouvoir. Donc moi, les prétentions d'Olivier Faure de ressembler à autre chose, je n'y crois pas une seconde. Moi, je regarde et je juge sur les faits. Et d'ailleurs, à la fin, contradiction dans le texte de la motion de censure, après avoir parlé de ces questions de l'immigration et d'utilisation du vocabulaire de l'extrême droite et du risque que représente un gouvernement sous perfusion du Rassemblement national, ce qui en effet est un risque et une réalité, il nous explique que c'est aussi cette motion de censure pour lutter contre la remise en cause du modèle démocratique, la remise en cause du contrat social, la dérégulation économique et le saccage de la planète. Mais le budget qu'ils n'ont pas voulu censurer, c'est aussi un saccage de la planète, moins 2 milliards à l'écologie. Le contrat social,
de la part du gouvernement François Bayrou, qui succède à, 7 ans de macronisme, qui avait déjà été ministre à l'époque. C'est toujours des prétextes, et c'est ça le problème. C'est que c'est une gesticulation parlementaire pour régler deux choses. D'abord, des comptes de congrès, et ça, je pense que Gérard Filoche l'a très bien démontré, et d'autre part, encore une fois, un jeu de posture. Le Parti socialiste, il est en posture parce qu'il est en suspens. Je rappelle qu'effectivement, il a vraiment fait un score ridicule, qu'il était, on va dire, presque en mort clinique, et que la gauche, l'Union, l'a aidé à reprendre des couleurs, mais que son destin n'est pas encore complètement fixé. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il est suspendu au-dessus des poubelles de l'histoire. Et je veux dire, pour l'instant, il gesticule. Mais vous avez un poulet mort, il peut encore marcher pendant quelques mètres. La question, c'est qu'est-ce qui se passe par la suite et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Pour l'instant, pas grand-chose. Gérard Filoche. Je peux me permettre le cœur de mon désaccord avec ce que vous avez dit, c'est quand vous dites, en gros, tout ça, c'est des faux semblants et tout ça, c'est des jeux de posture. Je vous dis non. C'est les luttes de classe qui traversent le Parti socialiste. C'est un vrai débat. C'est une vraie bataille. Ça ne sera pas la même chose si c'est l'aile droite qui reprend le pouvoir dans le Parti socialiste, c'est-à-dire les Schröder, les Blair et les Sermer et les Scholz. Ça ne sera pas la même chose que ce que nous avons actuellement avec un Parti socialiste qui est dans le nouveau Front populaire. Les autres sortiront du nouveau Front populaire. Ils deviendront nos adversaires et tous les médias des gros milliardaires macroniens leur feront un pont d'or. Ils n'aiment pas aujourd'hui Faure parce qu'il est dans le NFP. La seule chose qui peut faire peur au CAC 40, au MEDEF, c'est le NFP. Aucune de ses composantes seules n'a aucune chance de gagner. Dès qu'il y a le NFP éclaté, la bourgeoisie gagne et le RN gagne sur le compte de la bourgeoisie. Donc il faut protéger le nouveau Front populaire. Il faut discuter avec le Parti socialiste, malgré la divergence qui est survenue sur le budget. C'est un vrai débat et pas une question de posture, pas une question de poubelle de l'histoire. C'est une question de vie et de mort pour la gauche tout entière. Et il faut, chaque fois qu'il y a des insultes, on dit le PS, c'est ceci, c'est cela, contre lui, ça nourrit Hollande. Chaque fois qu'on tend la main, ça nourrit fort. Et cette bataille politique à l'intérieur, si tu y participais, et moi j'y ai participé pendant un certain nombre de décennies, donc je sais bien, elle a de l'importance. Le jour où, par exemple en 2005, Mélenchon avait passé synthèse avec Hollande et fait avec les oui contre nous qui avions défendu le non, je peux te dire que ça avait une importance. C'est-à-dire qu'on est passé à peu près de 52% des voix dans le PS et d'un vote majoritaire le 29 mai 2005 en faveur du non, à une majorité qui, dans le PS, a ratiboisé la minorité que nous étions, gauche socialiste, et avec Mélenchon a préparé le vote du traité de Lisbonne. C'était pas une question de posture, c'était pas une question de faux semblants, c'était une question politique qui mettait en jeu les forces sociales de tout notre pays. Et ce que je n'apprécie pas, c'est qu'on prenne un parti puis qu'on dise voilà, c'est quoi bien, poubelle, Faut jamais parler comme ça, faut respecter les gens. Mais vous l'avez dit vous-même, le Parti socialiste dont vous parlez. J'ai écouté les filles, je suis en colère de temps en temps, parce que là, Jean-Luc Mélenchon, dimanche dernier, a dit j'ai fait une grosse bêtise en faisant le NFP. Je me suis dit, il y a 7 millions d'électeurs qui vont mal le prendre, c'est pas bon. Et donc, je passe mon temps à essayer, quand je peux m'exprimer, de rabibocher, si vous me passez l'expression, et de dire qu'il faut se mettre autour de la table. Il faut qu'il y ait des comités de base du Front populaire pour que tous les militants puissent arbitrer. Il faut qu'il y ait une discussion unitaire. Mais si quelqu'un croit que c'est en se séparant ou en traitant le PS de poubelle, ou en faisant des affiches, parce qu'il y en a une quand même, où il y a une affiche où il y a le côté de Faure et le côté de Le Pen, avec les nouvelles alliances, signées et les filles, il n'y en a pas une, il y en a 6. Je les ai recensées toutes. Je me suis dit, mais quels sont les esprits qui sortent ça? C'est pas seulement un scandale, c'est mortifère. Ça ressemble aux affiches du SPD allemand et du KPD allemand quand ils se battaient l'un contre l'autre. Gérard Filoche, on va donner la parole à... Ils ont laissé passer les... J'arrête. On va donner la parole à Paul Hellec. Et donc, il faut arrêter faut respecter les militants, les électeurs socialistes. Ils sont plusieurs millions. On a besoin d'eux pour gagner. Alors déjà, on respecte les gens qui sont et qui font preuve d'actions respectables. En l'occurrence, c'est pas ce qu'a fait le Parti socialiste récemment, ni dans sa courte histoire là parlementaire dans le cadre du NFP, ni bien avant, encore une fois, au pouvoir, qui a effectivement ruiné énormément d'espoir à gauche. Quand vous dites que le Parti socialiste est un parti qui est traversé par les enjeux des classes, quand vous l'avez connu, quand vous étiez au PS avec 180 000 adhérents, j'entends
j'entends qu'on peut dire qu'il y avait des syndicalistes, qu'il y avait des représentants, des parents, des familles. Enfin, on sait qu'il y avait une galaxie autour. Aujourd'hui, vous le dites vous-même, il a ramené le Parti socialiste à peau de chagrin, et je ne crois pas que ce Parti socialiste, effectivement, est traversé d'une classe. Je pense qu'il est traversé par des intérêts entre deux gauches qui ne voient dans le NFP, pour l'un, un adversaire. C'est clairement le cas de la France, du Parti socialiste de François Hollande. Je rappelle d'ailleurs que la stratégie de repli des hollandistes dans le Parti socialiste est liée au fait que les initiatives portées à côté, celles de M. Cazeneuve, par exemple, et de son parti, je ne sais même plus quand elle s'appelle, ont complètement échoué, et que du coup ce repli à l'intérieur du Parti socialiste était un repli tactique, mais qu'ils étaient déjà les adversaires. Ils se sont déclarés adversaires. Ils ont eu des déclarations d'adversaires en disant contre le NFP ou expliquant que ce n'était pas la bonne façon de faire, jusqu'au moment où ils ont pu avoir des opportunités pour trouver un strapontin politique face à une gauche qui a utilisé le NFP pour essayer de reconstruire la boutique socialiste. Et j'ai pas dit que c'était une poubelle. Non, j'ai dit qu'ils étaient suspendus au-dessus des poubelles d'histoire. C'est-à-dire que leur sort était incertain et que il était incertain, et que peut-être que leur place est dedans. Ça, c'est les convictions que les gens ont. Moi, je me suis jamais caché du fait que je pensais que ce ne serait pas un problème de ne pas avoir de Parti socialiste, parce que systématiquement, contrairement à ce que vous dites, Olivier Faure n'est pas détesté par la bourgeoisie, ou n'est pas vu comme comme un ennemi. Il est vu comme une ressource. J'en veux pour preuve le fait qu'à chaque fois qu'il a fallu taper sur ses camarades de gauche, sur des positions sur la question palestinienne, sur le caractère trop radical du ton ou des propositions de la gauche, on a utilisé, on a tendu le micro à des Olivier Faure et à d'autres personnels de cette gauche un peu molle là, qui est toujours prêt pour valider le discours du pouvoir sur l'opposition politique quand elle représente un risque et quand elle représente une rupture. Et juste, non mais je veux dire, vous avez parlé longtemps, juste vous avez eu raison sur une phrase. Vous avez dit il faut protéger le NFP. Et protéger le NFP, c'est protéger son programme de rupture, c'est protéger le contenu programmatique sur lequel il s'est bâti, et c'est pour ça que c'est le protéger du Parti socialiste qui, à chaque fois qu'il vient, demande à diluer le contenu programmatique en reculant celui de la NUPES vers celui du NFP, et à chaque fois en remettant en cause. On l'a bien vu dans ces négociations. On est contre la retraite et la proposition d'Emmanuel Macron, et puis après on demande une suspension temporaire, et puis après une suspension pour 6 mois, et puis ensuite plus rien. C'est ça le Parti socialiste en l'action, et c'est ça le problème pour la gauche de demain. Gérard Filloche, je vous laisse répondre rapidement à Paul Hellec, et après on passe à la question d'après. Je dirais que le Parti socialiste dirige une ville sur 3, environ 10 000. Il dirige 31 départements sur 101, un tiers. Il dirige 7 régions sur le nombre de régions actuelles. Il a 66 députés et 58 sénateurs et 14 députés européens. En gros, plus de 100 ans d'histoire. Oui, c'est un héritage politique. Il est le même depuis 1905. C'est un parti ouvrier bourgeois, c'est-à-dire que la tête est dans les ordres de la République et le corps est dans le salariat. Il dépend des rapports de force entre les classes, et les hauts et les bas de ce parti en dépendent. C'est des gens qui disent « Ouais, il a travaillé sous Hollande, mais c'était pire sous Guy Mollet. » Ouais, bien mais c'est depuis 83, mais c'était pire sous Guy Mollet. Et quand on veut analyser, on voit chaque fois qu'il y a des critères. Beaucoup, je reproche à vous, commentateurs, de prendre, je sais pas quoi, le dernier propos de Gage, ou le dernier de Cazeneuve, ou de Valls. Bon, Valls et Cazeneuve ne sont plus au PS. Gage y est encore, mais il n'a pas voulu du NFP. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner pour aborder un parti. Un parti se définit parce qu'il a une nature de classe. Oui, mais je conteste la nature de classe du Parti socialiste. Alors, regardez les travaux de Noël Meilleur. Alors, si ce parti, la nature de classe du Parti socialiste, qui se définit avec 5 critères, la genèse, la référence programmatique générale, la continuité organisationnelle, les liens sociaux, électoraux et les liens avec les organisations syndicales. Vous savez que dans ce pays, il n'y a rien. Hein. La CFDT, c'est un syndicat de 600 000 membres. Parfois, il s'attribue d'être devant la CGT. Je conteste un autre jour. Mais on ne peut pas dire que le PS est rabougri puis qu'il n'est rien. Il n'a que 18 000 membres. Mais il y a beaucoup dans notre classe sociale, le salariat étant pluraliste, qui se reconnaissent en lui. Des millions. Et donc, on ne peut pas se passer. Et quand tu dis je conteste la nature de classe, eh ben, c'est simple. Hein. À ce moment-là, il est de droite. Mais s'il est de droite, il faut arrêter. Ah ouais, non. Il n'y a pas de milieu. Hein.
il y a deux classes fondamentales, la gauche et la droite. Il y a deux camps. Ce ne sont pas des classes, ce sont Ouais, des on va opinions passer, idéologiques politiques qui s'expriment différemment. Et je le redis, difficile il faut regarder la d'avoir quelqu'un composition qui est au électorale milieu. du vote Parti socialiste. Ça n'est pas le salariat, dans toutes ses dimensions. C'est un salariat particulier, très diplômé, qualifié, etc. 90% des actifs. 90% Mais des actifs. je sais très Le bien. salariat, on est 30 millions. Je ne vais pas m'apprendre ce que c'est le salariat. Je sais que vous êtes ancien il faut. inspecteur du travail. Peut-être que je dirige vers ça un jour, parce que je fais ma thèse en sociologie du travail, et c'est ce que j'enseigne à l'université. Mais néanmoins, justement, si on regarde en détail le qualificatif, par exemple, de l'électorat, qui est un des critères que vous avez donné, il ne représente pas n'importe quelle part du salariat. C'est un salariat d'encadrement extrêmement diplômé, dans des positions quand même plus privilégiées que d'autres, et que justement, c'est aussi cet ancrage social dans un certain nombre de catégories sociales plutôt favorisées du salariat qui l'a amené à renoncer à un certain nombre de ces propositions qui faisaient le cœur de la proposition socialiste au sens propre du terme. Et vous avez raison, moi je ne vais pas vous dire que Guy Mollet c'était mieux, c'était absolument terrifiant. La participation aux aventures coloniales, ce que vous voulez. Il y a énormément de choses à reprocher à l'histoire socialiste. C'est pour ça que je n'ai jamais été membre d'une organisation socialiste. Peut-être l'UNEF, dans laquelle les socialistes nous posaient énormément de problèmes, je dois l'avouer. Mais la question, c'est donc quel rôle ils jouent. Et pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'ils sabotent généralement les possibilités d'unité par leur capacité à retirer du contenu problématique au moment où justement la crise politique, la crise sociale nous amène à réfléchir à comment, sans une option de rupture, c'est-à-dire une opposition au patronat que vous appelez une opposition réelle, on n'a pas de solution. On a une solution, c'est d'être de nouveau associé à l'usage que fait actuellement le gouvernement du pouvoir et qui est un usage antisocial, extrêmement raciste et dangereux pour la population. Et il faut qu'on sorte de ça. Et on était sorti de ça en partie grâce à l'alliance NFP, mais ils l'ont rompu. Gérard Filoche, Paul Hellec, on va passer à la question suivante et à la dernière question. Si on se recentre un peu sur la motion de censure et sur le PS, j'aimerais bien qu'on puisse se projeter dans les prochains mois. Et est-ce que vous pensez que le NFP pourra se restructurer et faire bloc à l'avenir? Est-ce qu'il y a des batailles symboliques qui pourraient rassembler tout le monde et à quelle occasion? Bon, effectivement, moi je ne suis pas partisan de l'idée que les organisations politiques toutes seules décident de comment les choses vont se passer et que souvent, il faut qu'elles soient poussées de l'extérieur par des mouvements réels, des gens qui s'organisent et qui demandent des choses. On l'a vu sur les questions antiracistes et l'aggiornamento de certains partis, y compris la France Insoumise, par rapport aux mobilisations qu'il y a eu dans les quartiers populaires. Et sur tous les sujets, on pourrait dire la même chose. Le mouvement écologiste qui a permis de dire on sort le logiciel marxiste du productivisme, etc., etc. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui est concrètement organisé et qui permet de rassembler. Sur la question de la 6ème République qu'on évoquait tous les deux au début, je pense que ça, c'est un des enjeux. Effectivement, Marine Tondelier en a parlé. Et en fait, c'est quelque chose qui correspond aussi à la période. Crise politique, crise institutionnelle, donc réponse de rupture avec les institutions pour discuter. Ça peut être un point de rassemblement qui n'a pas toujours fait accord à gauche et qui maintenant, ça se solidifie. Donc sur ces questions, peut-être qu'il y a un enjeu. Sur d'autres, on verra, mais ça dépendra aussi des mobilisations et de ce que font les gens, c'est-à-dire la base réelle du peuple de gauche, si on peut s'exprimer ainsi, et quelles sont les initiatives. Moi, ce qui me fait peur, c'est que pour l'instant, on a une difficulté. Moi, je suis par exemple syndiqué. Dans ma fac, on va perdre des millions d'euros de budget parce qu'il y a 1,5 milliard d'euros de moins au budget. Pour l'instant, je n'ai pas vu une réunion syndicale. Alors, on a organisé une action. Là, moi, je ne suis pas payé par la fac, par exemple, parce qu'ils ne sont pas mensualisés, contrairement à ce que la loi oblige. Donc on est en train d'organiser les gens pour se dire, on va aller attaquer la fac, on va attaquer au sens juridique du terme, pardon. Il faut que je précise quand même. Et on essaye, mais sur ces questions de budget, quand est-ce qu'on bouge de ça? Moi, j'attends beaucoup aussi de voir qu'est-ce que va faire la sphère syndicale. Ça aussi était un des moyens de la construction du NFP. De dire, c'est pas la NUPES, c'est pas un cartel des partis, c'est quelque chose de plus. C'est quelque chose qui engage plus. Mais sauf que depuis, voilà, on a bien vu que chacun temporisait dans son coin. Et là, pour l'instant, on a besoin, en tout cas, et je finirai là-dessus, pour que le NFP reprenne des couleurs, on a besoin que cette position de rupture, elle soit aussi un moyen de renégociation des rôles très, très hémiplégiques, j'allais dire, qu'ont les organisations. C'est-à-dire, les partis, c'est les idées, le syndicat, c'est la lutte sociale, les associations, c'est la solidarité concrète, et on a une espèce de tripartition comme ça, qui est un héritage du 20e et du 19e, mais il y a des choses qu'il va falloir faire pour que ça bouge, quoi. Gérard Filoche, une dernière réaction avant de clore ce débat?
Je partage tout ce qui a été dit et j'en rajouterais si j'avais le temps en faveur des comités de base, des comités, des collectifs, des réunions sur le terrain. Il faudrait éditer le programme du nouveau Front populaire, il faudrait le diffuser à des millions d'exemplaires, il faudrait faire des réunions dessus pour étudier parti par parti, il faudrait défendre la partie sur l'immigration, défendre la partie contre la politique de l'offre, il faudrait expliquer comment il faut faire les 32 heures, comment il faut reconstruire le code du travail, comment il faut réguler la sous-traitance, tout ça. Parmi les campagnes que je vois pour le nouveau Front populaire, moi j'en vois une. C'est sur la base de ce programme, comment on parvient à un candidat unique à la présidentielle. C'est-à-dire qu'on puisse passer le premier tour, cette fois-ci, avec un candidat unitaire qui représente toutes les composantes de la gauche. J'en vois une deuxième, c'est sur la question des retraites, parce que on est le 19 février, demain, la Cour des comptes va rendre son étude flash sur la question des retraites. Et bien, essayer de justifier les 64 ans. Eh bien, il faut, nous, faire campagne pour abroger les 64 ans, puisque ça va se discuter entre demain et fin mai. C'est-à-dire le 15 mai, le conclave de Bayrou doit rendre un avis. Et donc, voilà au moins deux sujets de campagne, de façon précise, sur lesquels on pourrait tous, si on avait des meetings avec les orateurs dirigeants, il faut que tous, entre guillemets, les chefs à plumes des partis soient sur les mêmes tribunes, sur ces campagnes-là. Et il faut trouver les modalités pour faire discuter publiquement, massivement les gens, pour qu'ils choisissent un candidat commun qui les représente tous. Pas qui s'impose à eux, mais qui les représente tous. T'as raison, c'est pas les partis seulement qui doivent le faire. Ça doit se faire par les comités, ça doit se faire par tous les votes populaires possibles pour arriver à un candidat commun. Et c'est la seule chance qu'on gagne. Merci beaucoup Gérard Filoche pour votre présence et votre intervention. Merci Paul Hellec. Merci. Et merci à vous d'avoir regardé Toujours Debout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire si vous nous regardez par YouTube et via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir, à soutenir votre média, un média qui vous garantit une information libre. Alors abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Très bonne soirée sur Le Média.